Alors, je vais vous présenter les 6 best practices pour améliorer votre UX en 2024. L'idée ici, comme vous l'a dit Michel, on vous a parlé ce matin de SEO, on vous a parlé de contenu. L'idée maintenant, c'est de vous parler un petit peu plus du UX. Donc avec ces 6 best practices que vous allez pouvoir mettre en place pour chacun de vos sites web. L'idée, c'est de vous aider à trouver comment satisfaire vos utilisateurs via une expérience qui leur correspond depuis l'entrée à la sortie de votre site web. Alors, ça c'est moi, je suis Marie, je suis SEO Content Manager chez Content Square. Ça fait maintenant 3 ans. Alors, on va voir aujourd'hui au sommaire, je vais vous présenter dans un premier temps un tout petit peu Content Square, pourquoi vous concentrer sur l'UX, en vous présentant aussi la preuve en quelques chiffres. Et on va pouvoir ensuite rentrer dans le vif du sujet avec 6 best practices pour améliorer votre UX en 2024. Alors, Content Square, qu'est-ce que c'est ? Content Square, c'est une solution qui permet à nos utilisateurs d'améliorer leur expérience digitale en ligne. C'est une technologie intuitive qui révèle les comportements, les intentions et les sentiments de chaque utilisateur. On parle bien chez Content Square de données comportementales et pas de données personnelles. L'idée, du coup, c'est de permettre d'améliorer et les points d'action et les interactions entre vos utilisateurs, que ce soit sur desktop, mobile ou même via les applications. Vous avez des exemples ici, je vous ai mis les logos de certains de nos clients. Content Square, en quelques chiffres, brièvement, c'est 2000 collaborateurs, plus de 1300 clients, des bureaux à travers le monde. On a aujourd'hui plus de 10 ans, on a été fondé en 2012. Donc, à travers toutes ces années, on a pu améliorer et optimiser des comportements en ligne sur des milliards de comportements analysés. Donc ici, le sujet aujourd'hui, c'est l'UX. Pourquoi vous concentrer sur l'UX ? Il y a des chiffres qui sont assez parlants que je vous ai mis ici. Il faut savoir aujourd'hui que les développeurs passent 50% de leur temps à retravailler les projets. 50%, c'est beaucoup. Alors, c'est 50% à retravailler les projets parce que c'est corriger des erreurs qui auraient pu être évitées en amont avec un process d'UX design clair. Alors, c'est un gros chiffre. Il y en a un autre aussi qui est intéressant, c'est celui de 2 sessions sur 5 qui ont entraîné côté utilisateur cette fois-ci une frustration en 2023. Donc, c'est près de 4% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Ce qu'on remarque aussi d'un point de vue UX cette année, c'est que les marques doivent maintenant se pencher sur un nouveau facteur de frustration majeur qui sont les erreurs JavaScript. Donc que ce soit, on voit bien ici avec ces chiffres du côté des équipes en interne, mais aussi du côté des utilisateurs, que l'UX a encore des progrès à faire au sein des marques, des entreprises. Il y a un autre chiffre ici que je vous ai mis, c'est celui de 85% des problèmes d'utilisation qui peuvent être détectés en observant seulement 5 sessions utilisateurs. C'est un modèle mathématique de Jacob Nielsen qui disait que du coup, la plupart des problèmes d'utilisation peuvent être détectés auprès d'une poignée d'utilisateurs seulement. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant sur la donnée comportementale. En fait, les utilisateurs ont un petit peu les mêmes manières d'utiliser votre site parce que en fait, c'est vous qui fournissez les options et les parcours en ligne. Donc, avec seulement 5 sessions, on peut détecter les problèmes et les résoudre. Quelques chiffres, on aime bien les chiffres chez Content Square. On a sorti un rapport Digital Experience Benchmark qui du coup permet de mieux comprendre votre secteur et vos concurrents. En fait, on a analysé 43 milliards de sessions, donc 200 milliards de pages vues sur 3590 sites web qu'on a analysés à travers le monde. Donc, c'est des sites du monde entier. Et on a comparé différentes industries. L'année dernière, on en avait 9. La nouveauté cette année, c'est qu'on en a 10. Donc voilà, je vous ai mis des exemples. Énergie, on a aussi du retail, services financiers, etc. Et en fait, on s'est rendu compte sur une période d'analyse de 1 an, donc fin 2022 à fin 2023, que voilà, la donnée qui ressort le plus, c'est que la hausse des dépenses en sources payantes et la baisse des visites ont fait flamber le coût par visite de près de 10%. Voilà, des chiffres qui sont encore parlants. Dans ce benchmark, dans ce rapport, je vous ai mis aussi les points clés à retenir qui font écho avec ce que je disais avant sur l'UX.
et aussi du coup le SEO. Premier insight à retenir, c'est que, comme je vous disais, le coût par visite s'envole, donc du coup avec un coût qui augmente par visite de près de 10%. Cela revient à dire en fait qu'en 2023, les entreprises ont payé plus cher pour attirer moins de visiteurs. Le deuxième insight intéressant, c'est voilà, la frustration qui est vraiment l'ennemi numéro 1 cette année, donc l'ennemi à combattre. C'est 41% de nouvelles visites touchées par la frustration. Et comme je vous le disais, 2 sessions sur 5 frustrent les utilisateurs. Donc c'est vraiment beaucoup. Et c'est sur ce point-là aussi que vous allez pouvoir capitaliser cette année. En insight numéro 3, du coup, on a la consommation en berne. Les visites sur mobile ont duré moins de 2 minutes et demie. Donc, on remarque que sur mobile, la consommation aussi a baissé de moins 3% par visite. Un insight aussi important, c'est que pourquoi on améliore nos parcours, pourquoi on fait du SEO, pourquoi on fait de l'UX, pourquoi on fait du design, c'est pour la conversion. Et cette conversion-là, en 2023, faiblisse. Donc, avec un baisse du retour sur investissement et de la rentabilité, le taux de conversion est en baisse de 5%. Donc, c'est aussi assez énorme. Et enfin, on en parlait juste avant, le focus sur les sources payantes. On a remarqué et analysé que le paid search enregistre 4 fois plus de conversions que le paid social, avec une hausse du trafic pour le paid social. Donc, ces insights vous permettent aussi de savoir sur quels sont les points d'entrée sur lesquels capitaliser cette année si vous voulez optimiser vos expériences utilisateurs en ligne. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les 6 best practices pour améliorer votre UX en 2024. Comme je vous le disais, on a parlé de SEO, de contenu, et l'UX maintenant va vous permettre d'actionner un petit peu plus ce levier de conversion parce que nos sites web, on le sait, sont là pour attirer de la conversion et on est là aussi pour booster notre chiffre d'affaires. Petit disclaimer avant de commencer ces best practices, c'est important de rappeler qu'il faut bien que vous soyez votre propre référentiel. Si vous voulez vous comparer, faites-le avec vous-même. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire côté UX et même en SEO. C'est vraiment important que vous testez votre propre site parce que chaque site web est différent, chaque site web a ses propres utilisateurs et ces utilisateurs évoluent eux-mêmes d'année en année, de mois en mois. Donc, il est vraiment important de toujours se remettre en question et toujours tester votre site web pour voir où est-ce que vos utilisateurs ont un besoin ou au contraire ou une friction qu'il faut supprimer sur votre site. Donc voilà, chaque best practice que je vais vous présenter là peuvent fonctionner ou pas sur votre site. Il faudra du coup bien évidemment tester par vous-même. Alors la best practice numéro 1 concerne les CTA, donc les call to action, qui sont les boutons que vous avez sur votre site web qui vont vous permettre de justement convertir. Une fois que vous avez attiré vos visiteurs, vos utilisateurs via notamment le SEO et les moteurs de recherche, comment est-ce que vous faites pour convertir? Alors l'UX va intervenir à ce niveau-là. Première chose importante, vos CTA doivent séduire. Et oui, parce que voilà, pour que votre utilisateur clique dessus, il faut qu'il soit attiré par votre CTA. Alors, comment on peut faire ça? Première chose à bien garder en tête, c'est de fournir suffisamment d'informations pour inciter l'utilisateur à agir. C'est vraiment important qu'à ce moment-là, un CTA opportun doit être prêt et attendu. On a un exemple très clair ici avec HubSpot. C'est votre CTA pour qu'il puisse convertir et attirer, il faut qu'il se démarque du reste de la page. On a un bon exemple ici avec du coup HubSpot qui a mis en orange son CTA Get Started, donc commencer. HubSpot a misé, mais on a aussi plusieurs sites comme ça. Chez Content Square, on fait aussi la même chose. Le CTA se démarque par la couleur, par le texte. Justement, en parlant du texte, on voit beaucoup, trop fréquemment, la formule générique du en savoir plus, qui ne donne pas forcément de contexte à votre lien, à votre bouton. L'utilisateur a besoin de savoir ce qu'il attend en cliquant. Donc, si vous mettez seulement en savoir plus, l'utilisateur risque de ne pas avoir confiance. Donc,
mettez-vous plutôt dans la peau de votre utilisateur et demandez-vous qu'est-ce qu'il veut avoir une fois qu'il aura cliqué sur le lien. Ici, c'est commencer parce que on imagine que c'est une demande de démo, par exemple. Si vous avez un article de blog, par exemple, avec un rapport à télécharger, vous allez plutôt mettre lire le rapport ou télécharger le rapport plutôt que en savoir plus. Donc, on va vraiment essayer de se mettre dans la peau de l'utilisateur et se demander qu'est-ce qu'il veut avoir une fois qu'il aura cliqué sur ce CTA. Donc voilà, accordez bien une importance particulière à la couleur et au texte. En deuxième best practice, on va avoir aussi la priorisation des CTA. Il peut arriver, chez Content Square aussi, on a exactement la même chose, et comme on peut le voir aussi sur cette capture d'écran, vous pouvez avoir plusieurs CTA sur une même page parce que vous avez des intentions différentes, des utilisateurs différents. Par exemple, ici, où on a un CTA qui demande un rendez-vous, mais un autre CTA qui demande à en savoir plus, lire plus. Donc, ça concerne deux utilisateurs différents, un qui est plutôt prêt à s'engager et un autre qui n'est pas encore sûr. Mais vous, ce que vous voulez, c'est que vous voulez convertir vos utilisateurs, donc vous voulez mettre en avant la partie demande de rendez-vous. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prioriser vos CTA. Ici, on peut voir plusieurs CTA. Donc, sur la page, il y a la demande de rendez-vous, l'information. Il y en a même un autre, tout en haut à droite, qui est celui de connexion. Mais comme vraiment celui de connexion concerne déjà des clients et que ici, l'objectif, c'est vraiment d'attirer des prospects, le bouton va vraiment être grisé avec voilà une icône universelle. Donc, c'est vraiment une action complètement différente. Nous, on veut que l'œil de l'utilisateur soit attiré par la partie gauche du header « Demande de rendez-vous ». Donc, pour mettre en avant ce CTA-là, pour le rendre prioritaire, on va utiliser un CTA de type vraiment bouton, qui va plus attirer l'œil de l'utilisateur. Et pour le CTA, on va dire secondaire, il va s'agir plutôt d'un lien textuel qu'on va placer, qui va permettre à l'utilisateur de comprendre un petit peu la hiérarchie de la page. Dans la différenciation des CTA, on a aussi du coup cet exemple ici qui est différent, donc qui rappelle ce que je disais précédemment par rapport à la couleur. Si vous avez plusieurs CTA sur votre site, vous pouvez aussi différencier par la couleur. Donc, si je prends dans l'ordre, le premier CTA en orange donc, est celui qui est prioritaire, qui a une couleur plus grande, qui a une couleur plus vive, une taille plus grande. Et pour les utilisateurs qui ne sont pas encore prêts, on va pouvoir avoir un lien textuel juste en dessous. Mais on voit bien ici que le lien principal, c'est vraiment le bouton orange. Si vous avez un autre CTA encore à mettre, donc qui est par exemple ici le Contact Us, contactez-nous, vous allez pouvoir différencier l'intention utilisateur par la couleur. Donc ici, on voit que le vert est concerne plutôt la partie nous contacter et l'orange plutôt la partie demande de démo. Donc la couleur est vraiment différenciante dans votre stratégie de mise en place de CTA. En best practice numéro 3, on a aussi la partie déceler les emplacements opportuns pour vos CTA. Donc dans HubSpot, on peut le voir, on a un bon exemple ici sur la page du coup d'offres. Donc l'utilisateur est potentiellement un peu plus engagé qu'un utilisateur qui veut seulement se renseigner. Donc c'est aussi l'occasion de placer des CTA. L'utilisateur peut s'inscrire directement via le module gratuit ou demander une démo pour une édition un peu plus premium. Mais l'idée ici aussi, on voit que par la couleur, HubSpot a bien mis en avant son CTA orange qui est celui de convertir directement des clients via le module gratuit. Donc n'hésitez pas à mettre des CTA sur vos contenus un peu plus produits orientés conversion, parce que c'est aussi grâce à ces CTA-là que vous allez pouvoir avoir de la conversion, parce que vous savez que votre utilisateur est plutôt prêt à s'engager et qu'il est intéressé par votre produit. En numéro 4, je voulais aussi rappeler que les CTA attrayants, c'est forcément important, mais il faut aussi que votre mise en page soit attrayante. Donc, qu'est-ce qu'une mise en page attrayante en 2024 ? Ça ne vous aura sûrement pas échappé. Les images sont vraiment le nerf de la guerre, notamment avec les réseaux sociaux, on a pu le voir. Explorez bien des mises en page attrayantes pour combiner avec des images de haute qualité et des conseils sur les
les catégories clés ou populaires. On le voit ici, par exemple, avec ce GIF animé, qu'une mise en page de type A à Z permet à la page d'intégrer facilement des images tout en restant centrée sur les catégories. Vous pouvez vous amuser aussi à mélanger des grandes et des petites images. Ça permet à l'utilisateur d'avoir un sens de lecture uniquement via les images, et vous pourrez placer votre texte et vous concentrer sur des informations vraiment clés sur le texte. Mais capitaliser sur les images peut très bien convenir selon bien évidemment le type d'industrie que vous avez. Bien évidemment, on n'oublie pas le mobile, on en parle depuis plusieurs années en UX, en SEO. Voilà, il est très important de toujours penser mobile. Les utilisateurs sont sur mobile. Donc, il faut vraiment que vous veillez à ce que la mise en page que vous avez créée du coup sur desktop soit aussi adaptable sur mobile. Donc, on va avoir des images qui sont plus proportionnelles et dimensionnées pour s'adapter à un écran mobile. Donc, on continue sur une lecture et une mise en page en Z plutôt que d'empiler toutes les images les unes sur les autres. Mais voilà, faites attention aussi à ce que les images ne prennent pas le pas sur le message. Parce que sur mobile, voilà, on est sur un écran plus petit, donc veillez bien à avoir une version de votre site du coup sur desktop et sur mobile. Et on rappelle aussi du coup que les collages d'images permettent de raconter plus facilement une histoire derrière une collection, donc que ce soit pour du parfum, pour des vêtements, etc. Pareil, c'est pas nouveau, mais le rich media continue d'attirer de plus en plus d'utilisateurs. On remarque que les utilisateurs restent plus longtemps sur des pages où il y a des vidéos ou des animations. En fait, ces vidéos et ces animations vont vous permettre de vraiment communiquer visuellement votre concept, votre produit. Donc, vous pouvez mettre en place, comme ici on voit sur ces exemples, de courtes animations pour améliorer l'engagement de votre utilisateur, plutôt que d'avoir uniquement du texte, comme on peut le voir encore sur beaucoup de sites web. Et justement, on parlait d'animation pour montrer comment votre produit fonctionne. C'est du coup la best practice numéro 5. Ici, dans cet exemple avec Asana, on peut voir facilement comment fonctionne le produit, parce qu'ils ont choisi de mettre en place une animation qui montre un utilisateur en live. Et ça, comme je vous le disais, ça rejoint un petit peu ce que je vous le disais précédemment sur vous mettre dans la peau de votre utilisateur. On le dit beaucoup en SEO, mais aussi c'est aussi le cas en UX. Il faut vraiment que vous montrez à votre utilisateur ce qu'il attend, s'il utilise, s'il commence à passer à l'action sur votre site, s'il souscrit à votre abonnement ou à votre service. Montrez bien des visuels courts et des démonstrations réelles pour inspirer confiance à l'utilisateur. Un autre tips qui fonctionne bien quand vous avez beaucoup d'informations à donner sur une page et que vous voulez pas avoir une page à rallonge, ou vous voulez que vos utilisateurs puissent naviguer facilement sur votre site, c'est la navigation en onglets. Ici, du coup, ClickUp l'a très bien fait. Donc, ClickUp s'est confronté à la problématique d'avoir des cibles différentes. Donc, c'est un petit peu aussi le cas chez Content Square. On s'adresse à des équipes digitales, mais aussi des équipes produits, des équipes design, des équipes sales. La navigation en onglet permet justement d'avoir cette information rapidement, et l'utilisateur peut jongler d'un onglet à l'autre facilement, et comprendre quelles équipes auraient quel besoin et comment la solution peut répondre à ce besoin. Encore une fois, le visuel est très important. On peut voir ici que du coup, grâce à cette méthode, ClickUp a pu avoir une image et un visuel différents selon chaque onglet. Donc encore une fois, cette navigation en onglet peut être un bon tips pour afficher les images différentes en fonction du besoin sur votre site. Donc, comme je disais, si la page est longue en raison de la présence, parce que vous voulez mettre beaucoup d'images, vous voulez mettre beaucoup d'infos, vous pouvez aussi, donc là, je vous ai parlé de la navigation en onglet, vous pouvez aussi utiliser des barres de navigation dans la page. On voit beaucoup ce modèle apparaître de plus en plus pour aider l'utilisateur à s'ancrer dans des sections clés où il peut en apprendre davantage sur le produit ou voir, par exemple, d'autres options correspondantes. Donc voilà, donc ça peut être des scrolls horizontaux, ça peut être des onglets. Et en tout cas, n'hésitez pas à utiliser, on va dire, la largeur de votre site web plutôt que la longueur
qui peut perdre vos utilisateurs parce qu'ils peuvent se noyer dans la masse d'informations et la masse d'images auxquelles ils font face. Et enfin, la dernière best practice qui émerge notamment des réseaux sociaux, c'est les éléments cliquables. Donc, je vous parlais plus précédemment des CTA, donc des boutons appel à l'action. On se rend compte aujourd'hui qu'il existe de plus en plus d'images cliquables, donc on appelle ça des images shoppable. En fait, c'est le fait de rendre tout simplement le contenu inspirant grâce à des images placées avec des liens directement dessus pour pouvoir acheter, comme on le voit ici sur l'exemple. Donc, les images d'inspiration affichent des points chauds qui permettent à l'utilisateur de cliquer et de parcourir les produits qu'elles contiennent. C'est quelque chose notamment qu'on peut voir avec des outils d'heatmap de zone, Content Square en propose, Hotjar en propose, pour pouvoir voir où est-ce que cliquent vos utilisateurs. Si vous remarquez que vos utilisateurs cliquent beaucoup sur des images, c'est peut-être qu'ils sont intéressés par le produit, et à ce moment-là, vous pouvez directement mettre des liens sur les images et non pas le mettre directement et uniquement sur le texte. On peut le voir aussi que tout contenu peut avoir un CTA caché. Parfois, votre utilisateur ne va même pas se rendre compte qu'il clique sur des éléments. Ça va permettre de rendre la lecture dynamique, et ça va permettre aussi à vos utilisateurs de pouvoir acheter directement vos produits via des images. Donc ici, on voit l'exemple de Ralph Lauren qui raconte une histoire et qui combine des courts clips vidéo avec des images qui se lisent au fur et à mesure, le tout dans une mise en page qui change de section en section. En fait, ce style de collage permet justement d'afficher des blocs vidéo et des images, et d'avoir sur chaque image, comme je vous le disais, un bouton acheter qui dit, donc par exemple ici, acheter ce look. On a aussi des images du coup CTA, comme je vous le disais, qui doivent s'adapter au mobile. C'est vraiment primordial de toujours penser à vos utilisateurs mobiles en même temps que vos utilisateurs desktop. Donc, pensez bien à redimensionner les images. Forcément que le format ne va pas être le même sur desktop ou sur mobile pour qu'elles s'adaptent confortablement à l'écran de vos utilisateurs. L'idée, c'est bien de faire en sorte que les utilisateurs puissent ajouter des produits à leur panier sans être dérangés dans leur parcours. Ici, dans l'exemple, par exemple, l'utilisateur peut cliquer sur une image, l'ajouter dans son panier et continuer ensuite sa navigation sans être perturbé ou sans être amené sur une page panier directement. Donc là, ici, les images sont bien proportionnellement redimensionnées pour le mobile. Et les images sont cliquables avec une fenêtre contextuelle toujours pour rappeler qu'ils sont sur une page et qu'ils vont acheter un produit et non plus sur uniquement de l'information avec seulement des photos. Donc, ce qu'on va retenir aujourd'hui du coup de ce workshop, du coup je vous l'ai bien dit, mais le trafic diminue en ligne. Comme je vous le disais, c'est vraiment un point clé. La frustration augmente. Donc, optez bien pour plus que jamais pour des parcours et des expériences en ligne fluides. Donc voilà, des images bien redimensionnées au bon format, des expériences en ligne disponibles sur mobile et sur desktop. Mais voilà, aujourd'hui, la concurrence est de plus en plus accrue, et avec un trafic qui diminue, il va falloir proposer des expériences avec zéro frustration. Donc c'est assez difficile, mais si vous arrivez à identifier les points de frustration grâce à des outils notamment pour chacun de vos utilisateurs, vous allez du coup fluidifier les parcours et améliorer du coup votre trafic en ligne. Autre point essentiel à retenir aujourd'hui dans cette conférence, c'est de bien faire la différence avec des CTA attractifs et des images très qualitatives qui servent le parcours client. On voit encore trop souvent, comme je vous le disais, des images pixelisées, des images qui sont pas redimensionnées parce qu'aujourd'hui on a plusieurs tailles d'écran et les images ne sont pas forcément adaptées. Donc pensez bien à avoir des images qualitatives et adaptées à tout support. Et justement des CTA aussi attractifs, parce qu'une fois que vous avez réussi à attirer votre utilisateur sur votre site, c'est très bien, mais comment vous allez faire pour le convertir? C'est vraiment grâce à des CTA qui ont la bonne couleur, le bon emplacement sur vos pages, le bon texte aussi, comme j'en parlais au début. C'est ça qui va faire la différence.
mais surtout osez bousculer les codes. Comme je vous le disais, il s'agit de bien faire la différence. Vos concurrents sont sur le marché, ils savent utiliser aussi les CTA de la bonne manière. Si vous faites uniquement que répliquer vos concurrents, vous n'allez pas forcément vous démarquer. Donc n'hésitez pas à bousculer les codes, à tester, comme je vous le disais, à faire ensuite un retour sur les tests que vous avez faits, s'ils sont concluants ou pas, ce qui a marché ou pas. Mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment que vous bousculez les codes et aussi que vous utilisez les images, parce que comme on a pu bien le voir, du coup les images sur les réseaux sociaux notamment, donc je pense à Instagram qui utilise beaucoup les images, qui utilise beaucoup les liens cliquables. C'est ça qui représente vos utilisateurs aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à suivre les tendances pour pouvoir justement le mettre en place sur votre site. Je voulais justement vous parler aussi un petit peu, on parlait d'expérience utilisateur, justement Content Square, on propose une cérémonie du UX Award qui récompense les meilleures expériences digitales. Donc si vous voulez justement tester vos expériences et voir comment vous placez par rapport à vos concurrents, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai mis le petit QR code, donc c'est un événement qu'on propose avec du coup 9 catégories, donc qui récompensent les meilleures expériences web, les meilleures expériences app, les meilleures expériences au niveau de l'accessibilité aussi. On a 9 catégories, donc je vous laisserai regarder. Et n'hésitez pas à scanner ce petit QR code si vous voulez participer. Donc il suffit d'envoyer votre dossier. On a déjà plusieurs nommés et plusieurs marques qui ont participé, donc on vous y attend nombreux. Et merci à tous pour cette conférence. Je vais finir un petit peu plus tôt, et s'il y a des questions, c'est l'occasion de les prendre. Et voilà, et je me permets, Marie, de mettre le lien aussi vers le Digital Experience Benchmark que vous avez. Oui. Est-ce que tu peux juste nous en dire 2 petits mots? Oui, le rapport Digital Experience Benchmark dont j'en parlais, je vais pouvoir repasser les slides, qui est du coup le rapport que nous avons sorti, en fait on en sort un tous les ans. Et en fait, ce rapport, du coup, comme je vous le disais, vous permet de vous positionner par rapport à votre concurrence, parce qu'on a analysé 43 milliards de sessions sur plus de 10 industries. Donc, vous allez forcément pouvoir vous retrouver dans une de ces industries et voir un petit peu comment vous positionnez. On vous a sorti des chiffres sur la conversion, sur le trafic en ligne, sur le paid social, etc. Donc voilà, Michel va vous mettre le lien dans le chat, mais n'hésitez pas du coup à regarder et lire attentivement ce benchmark, parce que c'est des datas qui sont vraiment sorties tout fraîchement et que vous allez pouvoir utiliser en activant, pourquoi pas, ces best practices que je vous ai proposées du coup aujourd'hui en parallèle, et voir ainsi si ça fonctionne. Ouais, vous avez le lien dans le chat, donc évidemment, n'hésitez pas à cliquer dessus et à le bookmarker. Donc on va passer aux questions. C'est bien, on a un petit peu de temps en fait pour les questions. Il y en a beaucoup, donc au fil de l'eau là, pendant que tu parlais, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Donc je te propose qu'on regarde un petit peu. Notamment par celles qui ont été énormément votées par la communauté. Et on en a une première qui est de Célestine, et question très intéressante à laquelle tu vas, je pense, avoir la réponse. Comment faire un call to action très business dans un article de type guide? Alors, ouais, justement, on a un petit peu la problématique aussi chez Content Square là-dessus. Un CTA très business, c'est toujours un petit peu compliqué à ne pas être trop pushy. C'est pour ça que il faut être assez transparent sur la promesse en fait du CTA. Donc qu'est-ce qui attend votre utilisateur s'il clique sur le CTA? Nous, on a des articles de blog et de type guide aussi pour télécharger justement, par exemple, le rapport. Dans ces cas-là, on va plutôt mettre dans un article qui a une vocation. En fait, ça dépend aussi de votre guide, mais si le guide est à vocation purement informationnelle, on va éviter d'être trop pushy sur le wording du CTA, donc ça va être plutôt lire le rapport, alors que, par exemple, si le guide est vraiment très axé, je sais pas, conversion, comment faire pour se démarquer de la concurrence, comment optimiser mon chiffre d'affaires, là, vous allez pouvoir jouer sur le wording en fait du CTA et partir sur un wording un peu plus comment optimiser mon chiffre d'affaires, alors que le lien dans le CTA est le même. En fait, c'est vraiment le contexte de votre CTA qui va
qui va déterminer ce que vous allez mettre comme wording dessus. Parce qu'en fait, le contexte du CTA donne aussi le contexte de l'intention utilisateur derrière. Donc, je sais que moi, sur mes articles plus informationnels, je vais mettre lire, tandis que sur des articles un peu plus où je vois que l'utilisateur est un peu plus engagé dans le funnel, je vais plutôt mettre comment battre la concurrence, optimiser mon chiffre d'affaires dès maintenant, ce genre de choses. Ok, merci pour cette réponse. On en prend une autre, du coup. Elle est de Servan. Est-ce que tu aurais des exemples d'e-commerce référents que tu considères avoir des parcours utilisateurs optimisés pour le e-commerce, justement? Alors, e-commerce, pas forcément. On a justement des plateformes. Alors dans l'e-commerce, non, mais je regarde par rapport aux concurrents de Content Square. Justement, HubSpot est un bon indicateur du coup. Donc c'est plutôt B2B. Eux, ils ont vraiment des parcours utilisateurs bien optimisés avec justement des landing pages assez définis. L'utilisateur sait à quoi s'attendre au fur et à mesure de sa navigation. Après, des exemples d'e-commerce référents, en fait, c'est tout simplement regarder comment vous vous positionnez par rapport à vos concurrents, et c'est vos concurrents qui vont vous dire un petit peu quelle est la marche à suivre, parce que c'est un petit peu comme en SEO, en UX, etc. On regarde toujours la concurrence, on regarde pourquoi eux ils y arrivent, et on essaye de faire mieux ou de se différencier. Donc je vais vraiment vous inviter là à regarder le que fait vos principaux concurrents, hein. Donc si vous regardez le SEO, vous allez regarder le trafic, les mots-clés positionnés, etc. Forcément, vous allez voir émerger un concurrent prédominant. Pourquoi lui se positionne bien? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Regardez ses CTA. La partie benchmark, la partie analyse de la concurrence, c'est vraiment la partie la plus sur laquelle vous devez vous pencher même presque quotidiennement, hein, parce que il faut vous dire aussi que si vos concurrents l'ont mis en place, c'est que potentiellement ça marche. Donc ils vous ont quelque part mâché le travail. Donc voilà, cette partie analyse de la concurrence est vraiment importante. Mais voilà, après tout dépend de votre secteur en e-commerce. C'est vrai que je connais pas forcément le secteur dans lequel vous travaillez, mais voilà, regardez bien la concurrence et regardez ce qu'ils ont mis en place récemment, mais de manière vraiment quotidienne, quoi. Oui, et puis comme tu l'as très justement rappelé pendant que tu animais ta conférence, regarder la concurrence, ça reste une clé. Quoi qu'il arrive, il faut toujours regarder ce que les autres font. C'est ça. On va en prendre une autre. Elle est de Clément. Elle a eu 49 votes. Elle est très votée, celle-là. Je pense qu'elle est vachement intéressante et je pense que tu auras la réponse. Est-ce que les fonctionnalités UX, par exemple, comme les onglets, sont traitées de la même manière par Google pour le SEO que les longs textes? Alors oui. Après, là, on rentre dans une partie un peu plus technique. Mais oui, à partir du moment où voilà, d'un point de vue dans votre code, le code de votre page, c'est identifié comme du texte. Google le prend de la même manière. Google va vraiment prendre en compte le contenu de votre page, mais le contenu dynamique aussi. Plus vous mettez du rich media, plus Google va apprécier, hein. Google, c'est comme quelqu'un qui a très faim. Plus vous lui donnez de choses différentes, plus il va s'en nourrir et s'enrichir de cela. Par exemple, on a l'exemple des FAQ en fin de page. Donc les FAQ, c'est pareil, hein, c'est du contenu, mais c'est du contenu que Google voit différemment parce qu'il comprend que c'est une FAQ ou un tableau. Voilà, tout simplement. Un tableau qui est dans une page, Google comprend que c'est un tableau, il comprend qu'il y a du texte dedans, mais il voit que vous avez fait l'effort d'enrichir votre page pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc forcément, il va vous donner des points et il va vous améliorer votre classement dans les moteurs de recherche. Donc oui, plus vous mettez de fonctionnalités UX, plus vous mettez d'images, de vidéos, plus vous mettez d'assets différents, de médias différents, plus vous gagnez en notoriété auprès de Google, forcément, parce que vous fournissez des efforts différents que juste simplement du long texte. Donc oui. Excellent. On va continuer parce que on a un peu de temps et c'est bien et qu'il y a beaucoup de savoir à nous partager. On a une question d'Arnaud qui a été pas mal appréciée aussi et où la communauté, l'audience a très envie que tu répondes. Tu as parlé d'animation, d'onglets dynamiques, mais comme Arnaud nous le dit en début de présentation, tu disais de se méfier du JavaScript, qui est le code souvent utilisé pour ce genre de fonctionnalité. Comment est-ce qu'on concilie les deux? Alors là, je vais vous conseiller de vous rapprocher de vos développeurs en interne, parce que c'est eux qui vont vraiment pouvoir vous aider là-dessus. Que ce soit le SEO ou l'UX,
ou même le design, ce ne sont pas des éléments qui fonctionnent à part. Tout est corrélé. Enfin, du point de vue de Google, lui, il va prendre en compte toutes ces expertises-là. Donc, vous avez plutôt intérêt à travailler main dans la main avec vos développeurs, vos product teams, vos équipes IT, etc., pour justement faire en sorte de conjuguer un petit peu tous ces besoins. Alors, c'est une problématique qu'on a dans chaque équipe, qu'on a à Content Square aussi. Le SEO va dire, moi, je veux ça. Le designer va dire, moi, je veux ça. Le UX va dire, moi, je veux ça. Il faut trouver la bonne balance. Il faut faire les bonnes, la concession entre qu'est-ce qui va avoir un intérêt plutôt utilisateur, qu'est-ce qui va avoir un intérêt plutôt de code, justement. Donc, là, pour le code, moi, j'avoue que je suis pas sur la partie technique, mais justement, c'est vos développeurs qui vont pouvoir vous le dire. Ça dépend aussi forcément de votre plateforme utilisée. Je sais pas quel CMS vous utilisez, si c'est un code que vous avez fait vous-même. C'est vraiment du travail en binôme avec les équipes. C'est vraiment ça qui va jouer. Je sais pas ce que vous proposez aussi comme service. Donc il faut vraiment travailler main dans la main avec les équipes. Moi, les développeurs, je leur parle tous les jours, les équipes UX aussi. On a des petits débats, on a des petits conflits, on trouve toujours une solution à la fin, mais c'est normal de toujours échanger avec ces équipes-là parce que chacun a des besoins, et plus on arrivera à trouver des concessions tous ensemble, plus le site web répondra on aura tous les voyants au vert, que ce soit pour Google ou pour l'utilisateur. Donc, vous avez plutôt intérêt à travailler comme ça. Ouais, le besoin que tout le monde communique en bonne intelligence, évidemment, pour que ça fonctionne, tout ça. On a une question de Johan. Quels outils pour l'analyse de l'expérience utilisateur? Je pense que tu vas répondre, on sait ce que tu vas répondre. Je sais pas. Je pense que voilà, la réponse, elle est toute trouvée, mais c'est évidemment Content Square. Donc, on va pas s'attarder sur cette question qui a été très votée. Vous avez la réponse dans tout simplement l'objet même de ce webinar. Je vais en prendre une autre, et j'aime bien celle-là aussi de Vanna. Est-ce que les animations ne risquent pas d'alourdir notre site? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent aussi et qu'on se pose aussi chez Content Square. Les animations, elles peuvent toujours s'alléger. Alors, c'est forcément, si vous mettez une vidéo hyper lourde, c'est un petit peu comme les images. Il faut utiliser des outils pour les compresser. Les vidéos, maintenant, on a des moyens d'avoir des animations sans que ce soit très lourd pour les pages. Donc non, les animations ne risquent pas d'alourdir la page tant qu'elles sont bien gérées. Nous, c'est vrai que chez Content Square, on a beaucoup d'animations parce que justement, comme je vous le disais, on présente notre produit via des petites vidéos ou des animations. Et nos développeurs, justement, travaillent à faire en sorte que ces animations ne soient pas trop lourdes. On a aussi un département, par exemple, accessibilité. Et c'est vrai que d'un point de vue accessibilité, les animations ne sont pas lisibles, par exemple. Donc, du coup, on a mis en place un bouton play pause aussi d'un point de vue accessibilité, d'un point de vue lourdeur de la page. Non, il y a des moyens. Nous, nos pages aujourd'hui ont des animations et sont légères. Donc, encore une fois, je vous conseille de vous rapprocher de vos développeurs pour justement qu'ils trouvent une solution pour avoir des formats allégés. Mais c'est vrai que c'est un bon point à soulever. Je parlais des images, je parlais d'images de très bonne qualité. Trouver la bonne balance entre bonne qualité et images légères pour ne pas alourdir votre site. Parce que on a un chiffre qui était sorti d'un benchmark de l'année dernière, pour le coup. Donc, on avait su qu'au bout de 3 secondes, un utilisateur quitte la page quand les pages sont trop lourdes à charger ou quand il y a une erreur. Donc, voilà, 3 secondes, c'est assez court. Un utilisateur frustré, c'est un utilisateur qui s'en va. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, trouvez les bonnes solutions. Mais c'est vrai qu'avant de implémenter vos animations directement, faites en sorte qu'elles soient déjà le plus légères possible. Ouais. Ouais, et quand tu dis un utilisateur qui s'en va, c'est aussi peut-être un utilisateur qui ne revient pas par la suite, donc il faut faire super attention. C'est ça. Ouais. Et très bien d'avoir détaillé aussi, merci pour ça, sur l'accessibilité. J'ai vu pendant que tu parlais dans la conférence qu'il y avait des questions qui se posaient dans le chat par rapport à ça, donc tu viens d'y répondre et c'est parfait. Donc, alors là, j'ai une question de Clément. Qu'est-ce qu'une page de type AZ? Alors AZ, en fait, c'est le sens de lecture de votre page. Donc c'est de gauche à droite. En fait, tout simplement visualisez un Z dans votre tête et imaginez que ce sont les yeux de l'utilisateur qui suivent ce Z. Donc voilà, c'est le sens de lecture.
C'est comme ça que l'utilisateur du coup a l'habitude de fonctionner surtout sur mobile. Mais voilà, si vous mettez des images, mettez bien des images, donc une en haut à gauche, la deuxième à droite un peu plus bas. Comme ça, l'utilisateur comprendra qu'il faudra qu'il lise de gauche à droite, donc en Z. En fait, il forme un Z avec ses yeux en lisant. C'est une navigation, en fait. Tout à fait. On en reste encore un petit peu de temps. Cette question, elle peut être intéressante aussi. Question de Julie. Est-ce qu'on a des infos sur les sources de frustration lors de la navigation? Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, après le call to action pendant le process d'achat ou avant parce qu'ils ne trouvent pas les boutons aux bons endroits, par exemple. Vaste sujet. Oui, justement, c'est des sujets auxquels sont confrontés nos clients chez Content Square. J'exagère un petit peu en disant ça, mais parfois en regardant, parce que du coup, on a un module de session replay, donc on peut revoir une session en live. Donc, on ne sait pas qui l'a fait, c'est la data comportementale, pas personnelle, mais on peut voir la souris de l'utilisateur, d'un utilisateur anonyme qui navigue sur le site. Et parfois, on voit de la frustration. Alors, je peux vous citer des exemples, par exemple, sur les images. Donc, on va voir, je sais pas, la première section d'une de vos pages, ça va être du texte à gauche qui dit « Notre plateforme, c'est la meilleure » et à droite, une image de la plateforme en question. Et on va remarquer que l'utilisateur va cliquer plusieurs fois, donc on appelle ça un rage click, plusieurs fois sur l'image parce que lui, le texte, il s'en fiche, il veut pas lire, l'utilisateur est flemmard. Donc, il va cliquer plusieurs fois sur l'image parce que c'est ça qu'il veut. Il veut voir votre produit. Sauf que sur votre image, vous n'avez pas de lien, par exemple. Donc ça, c'est un très bon exemple de frustration qu'on a vu plusieurs fois chez Content Square. Rajoutez un lien sur votre image, mettez carrément une petite vidéo ou mettez un lien peut-être en dessous de l'image. Mais ça, c'est un exemple de frustration. Et un autre exemple aussi, ça peut être que votre CTA est mal placé. Par exemple, 2 centimètres peuvent doubler votre chiffre d'affaires. Si votre CTA, par exemple, est en dessous de la première section, si votre utilisateur scrolle, votre page descend, et que votre CTA que vous vouliez mettre dans la première section est en fait trop bas, l'utilisateur ne verra pas ce CTA, par exemple, tout simplement parce qu'il n'est pas visible. Donc, pensez à bien placer, je vous le disais justement, je crois que c'est la best practice numéro 2 ou 1, mais l'emplacement de votre CTA est hyper important. N'hésitez pas à le mettre très tôt dans la navigation, quitte à ce que ce soit seulement informationnel, mais pour que votre utilisateur voit que tout au long de la lecture de la page, s'il est convaincu, il peut remonter tout en haut et recliquer sur le lien, quoi. J'apprends plein de trucs. Je viens d'apprendre la notion de rage click, que je connaissais le rage click, mais pas le rage click. Donc j'apprends des choses. C'est vachement intéressant. Merci Marie pour ça. Je ne sais pas si tu as la réponse ici à la question de Loïc. Quelles sont les règles légales de ce type d'outils depuis le Consent Mode V2 et les RGPD? Justement, nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Content Square au niveau de la data. Nous, on a des équipes en interne qui travaillent toujours à faire en sorte que la réglementation, on met à jour tout le temps nos pages de RGPD pour mettre pour suivre la loi. Et au niveau de l'utilisateur, on le tient au courant. On a, comme beaucoup de sites web, j'imagine, une bannière pour les cookies, etc., où on l'informe des conditions générales. Donc, les règles légales, c'est de les suivre et d'être transparent sur la communication. Il y a beaucoup de sites web qui proposent d'accepter des cookies ou pas, mais vous savez pas vraiment où est-ce que ça vous engage. Donc pensez bien à être transparent parce que le sujet des RGPD peut faire peur à vos utilisateurs. Mais si vous avez votre site web et correspond aux lois en vigueur, dites-le, mettez-le en avant et vos utilisateurs, mettez une page à disposition avec toutes les lois en vigueur et vos utilisateurs pourront y avoir accès. Alors, en tout cas, moi, je prendrais plutôt la transparence à ce niveau-là. Très bon conseil. Alors, on en a parlé parce que tu l'as dit, 2 cm, ça peut changer un chiffre d'affaires. C'est une question de Vanna. Est-ce que tu aurais une largeur dimension de bouton à ne pas dépasser ou une dimension universelle pour les boutons? Alors ça, il faudrait que je pose à mes équipes UX et design. Mais en fait, votre bouton aussi, ça dépend. La taille va changer en fonction du texte que vous mettez dessus aussi. Donc voilà, je sais que d'un point de vue accessibilité, on recommande. Alors je crois que c'est du
14 ou 16 pixels pour le texte. Donc forcément que le bouton autour, voilà, la marge intérieure du bouton va être impactée par le texte à l'intérieur. Donc ouais, ça dépend vraiment du texte que vous voulez mettre dessus. Pareil, regardez ce que font vos concurrents. Il y a des règles universelles d'accessibilité. Voilà, c'est une loi pour savoir quel pixel, etc. Ensuite, pour les boutons, faudrait que je me rapproche de mes équipes UX pour le savoir, mais là, vous me tendez un petit piège. Ah, mais t'as très très bien répondu et c'est vraiment intéressant. On a aussi de très très belles questions et donc mécaniquement, si on a de bonnes questions, on a de bonnes réponses et c'est super intéressant. Et du coup, on va prendre une toute dernière question. C'est intéressante, celle-là ou l'avant-dernière. Comment est-ce qu'on définit bien, tu en as parlé de la couleur du call to action. J'ai vu d'ailleurs, il y avait une question qui demandait si on avait le droit d'utiliser plusieurs couleurs de call to action tout à l'heure, et tu as montré en fait dans tes best practices qu'on avait le droit. Mais comment on gère ça par rapport à la charte graphique, par exemple? Alors oui, bien évidemment, il faut intégrer la couleur de vos CTA à la charte graphique. Hein. Ça, c'est la charte graphique comprend en fait les CTA et la couleur des CTA dedans. La charte graphique va définir les couleurs que vous utilisez pour votre site web, et à ce moment-là, vous devez utiliser ces couleurs-là. Vous pourrez pas mettre une couleur qui sort de nulle part. Ça peut justement brusquer votre utilisateur, le surprendre, et du coup, il va perdre confiance. Tandis que si vous utilisez des couleurs qui appartiennent à votre charte graphique, l'utilisateur va se sentir plus en confiance et va comprendre qu'il reste sur votre site et qu'il peut y aller et qu'il peut cliquer. Ensuite, comment bien définir? On l'a vu avec l'exemple avec HubSpot, par exemple, qui a mis du orange, mais parce que le fond de leur site est blanc, donc forcément, les couleurs ressortent. Si vous avez une couleur, je sais pas, comme le fond là ici, plutôt bleu clair à droite sur mon fond d'écran, vous pouvez mettre plutôt une couleur foncée de CTA avec un texte blanc dessus. Ça aussi, c'est de l'accessibilité, d'avoir toujours un contraste entre les couleurs, et c'est hyper important pour les personnes malvoyantes, mais aussi pour les personnes voilà, qui veulent convertir sur votre site. Veillez à toujours avoir un contraste, mais gardez bien vos couleurs et votre charte graphique, parce que c'est tout simplement votre identité. Exactement. Donc, je remets dans le chat le lien vers le Digital Experience Benchmark de Content Square, comme ça, pour les gens qui l'auraient raté tout à l'heure, si c'est remonté, ils peuvent y réaccéder. Et donc, je vais te dire un grand merci, Marie, pour cette conférence de très haute qualité, pour toute la connaissance que tu viens de partager pendant cet échange de questions-réponses. C'était vraiment top. Donc, un très, très grand merci à toi. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Voilà. La prochaine conférence, c'est dans 10 minutes. Elle sera animée par Thomas Meyer, qui est ambassadeur SEO, qui nous vient de chez Ahref. Donc voilà, pas n'importe quelle petite entreprise. Et de quoi va nous parler Thomas? De 10 astuces SEO. Après les 6 best practices, les 10 astuces SEO faciles pour booster significativement votre trafic et améliorer votre référencement. Tout un programme. Donc ça va être riche, ça va être passionnant. On va vous laisser 9 petites minutes pour prendre une pause bien méritée. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Un grand merci à toi, Marie. Merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous. Bonne journée.